Dans quelques minutes, notre directrice générale, Julie Caron-Malenfant, s'entretiendra avec la ministre Sonia Lebel, nouvellement présidente du Conseil du Trésor du Québec, et la conseillère et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Cathy Wong, pour lancer cette édition de l'École d'été. Pendant environ 30 minutes, elles échangeront sur différents thèmes, et notamment ceux qui seront abordés par les participantes et les participants tout au long des profils. Puis, ce sera à vous qui nous suivez sur Zoom de poser vos questions à nos invités. J'en profite également pour saluer les personnes qui nous observent actuellement sur Facebook Live. Je voudrais également vous partager un mot du secrétariat à la jeunesse qui, grâce à son soutien, nous permet de vous offrir cette école d'été. Je vais donc me permettre de lire le mot de l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, qui malheureusement ne peut pas nous accompagner aujourd'hui. Alors le voici. Je tiens à remercier l'équipe de l'Institut du Nouveau Monde pour son invitation et pour l'organisation de cette activité qui constitue une opportunité de réflexion sans pareille pour les jeunes du Québec. J'aurais d'ailleurs beaucoup aimé être avec vous pour lancer l'École d'été 2020. Je me réjouis que l'INM ait revu la formule habituelle en fonction des circonstances que nous connaissons. Je suis persuadée que la forme virtuelle que prend cette rencontre cette année favorisera encore plus les échanges prometteurs sur les enjeux du Québec d'aujourd'hui et de demain. Le thème de la reconnexion est très inspirant pour lancer la réflexion que vous vous apprêtez à avoir, alors que les derniers mois nous ont amenés à nous connecter autrement avec la collectivité, que ce soit avec nos proches ou nos amis, ou pour le travail et les études. Les défis qui se sont présentés à la nation québécoise comme au reste du monde depuis le début de l'année ont fourni à la jeunesse, j'en suis certain, une nouvelle occasion de prendre part à la construction d'un avenir meilleur. Je me réjouis que l'Institut du Nouveau Monde vous permette de débattre, d'échanger et de communiquer vos propositions de solutions sur les enjeux actuels. Nous avons besoin de la créativité et de l'audace qui caractérisent la jeunesse pour affronter les défis que l'avenir nous réserve. C'était les mots donc de Samuel Poulin. Et maintenant, place au débat. Je cède ainsi la parole à notre directrice générale, Madame Julie Caron-Malenfant, qui s'entretiendra avec nos invités aujourd'hui. À toi la parole, Julie. Bonsoir. Merci beaucoup, Carminda, pour cette introduction très complète et très claire, très précise. Et bonsoir à toutes les personnes qui sont à l'écoute en direct. Bien le bonjour aussi aux personnes qui nous écouteront en différé. C'est une nouvelle réalité, celle de la visioconférence qu'on peut enregistrer et qu'on peut ensuite faire circuler pour le bénéfice des personnes qui ne peuvent pas être présentes ce soir. Alors, ça me fait grand plaisir de vous accueillir à l'ouverture de cette école d'été bien spéciale. Parce que le besoin de réfléchir à la citoyenneté ne s'éteint pas avec la fermeture du Québec. Parce que le besoin d'appartenir à la communauté se fait sentir plus que jamais. Parce que la distanciation physique est un geste de solidarité, de respect des autres, et parce qu'on a fait la démonstration dans les derniers mois qu'ensemble, on pouvait faire ce qu'on croyait impossible, eh bien, pour cette raison-là, on a cru important, nous aussi, de repousser les limites de notre capacité d'innovation et d'adaptation. Le système D, c'est ce qu'on disait quand j'étais petite, débrouille-toi, trouve une solution, a été mise en action, je pense, par l'ensemble des citoyens et des citoyennes du Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Et la COVID-19 nous a obligés, à l'INM, dans notre milieu de travail, mais ailleurs aussi, à nous questionner et à nous adapter. On le sait, c'est important de le souligner aussi, cette mise à l'épreuve de toutes les sphères de la vie en société n'est pas sans laisser de traces. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on ait en ce moment une pensée pour toutes les victimes de la COVID, qu'elles soient directes ou indirectes.
Je pense plus précisément aux personnes atteintes, décédées, leurs familles, aux personnes âgées, aux enfants victimes d'abus ou de maltraitance, aux personnes qui vivent dans des contextes familiaux difficiles. Je pense aussi aux personnes sans travail, puis je pense en même temps aux travailleurs et aux travailleuses qui sont épuisés. Je pense aux personnes victimes de racisme et de discrimination, puisque la COVID ne leur a pas donné de répit, bien au contraire. Je pense aussi aux parents qui doivent conjuguer la double tâche d'élever des enfants à temps plein et d'occuper un emploi. J'en suis moi-même une. Malgré tout, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir vécues dans les derniers mois, espérons surtout que plutôt que d'avoir l'effet de se replier sur soi, la pandémie va nous ramener aux sources, à l'essentiel. Et c'est exactement ce que le programme de l'École d'été propose. C'est de s'attarder sans complaisance aux grands enjeux qui nous occupent, tout en misant sur le plaisir de délibérer ensemble. La technologie nous permet aussi, cette année, d'ouvrir plus facilement notre programmation à des personnes de tout âge. Parce qu'on le sait, l'école d'été est convoitée depuis longtemps par les jeunes de plus de 35 ans. On se le fait dire, on se le fait répéter à chaque année. Alors, les nouvelles mesures de distanciation physique et la mise en ligne de nos activités permettent plus facilement cet accès à des personnes de plus de 35 ans, mais aussi à des personnes d'un peu partout au Québec qui n'ont pas besoin de se déplacer physiquement pour venir à Montréal ou au lieu d'organisation de l'école d'été. Et donc, pour ouvrir notre longue saison de la citoyenneté, j'ai le privilège d'échanger aujourd'hui avec mesdames Sonia Lebel et Cathy Wang sur les apprentissages à tirer de cette période de crise et sur ce monde qu'on souhaite bâtir collectivement. Alors, Madame Lebel, elle est députée de Champlain, présidente du Conseil du Trésor depuis tout récemment, ministre responsable aussi de l'administration gouvernementale, ministre responsable des institutions démocratiques, de la réforme électorale et de l'accès à l'information. Point, je prends mon souffle. Cathy Wang, pour sa part, elle est conseillère de ville du district Peter McGill et elle est membre du comité exécutif de la ville de Montréal. Ce que je trouve particulièrement intéressant ce soir, c'est que ces femmes ont quand même en commun de faire de la politique autrement. Elles ont notamment fait du travail transpartisan pour faire avancer des dossiers. Elles ont adopté des postures qui mettent de l'avant et qui servent l'intérêt général, le bien commun, avant toute chose. Alors, je suis vraiment honorée de pouvoir les accueillir ce soir. Et Madame Wang, je vous dirais bonjour, bonsoir. Bonsoir. Si vous aviez un mot, dites-moi, pour décrire votre état d'esprit en ce moment, quel mot choisiriez-vous? Seulement un mot, hein, c'est ça? Vous pouvez nous donner un peu de contexte. Oui. Bien, le premier mot qui me vient en tête, c'est le mot « mobiliser ». J'ai choisi ce mot-là parce que ça fait depuis ce matin que je n'ai pas arrêté une seule seconde. Mais aussi, moi, j'ai reçu la nomination de la mairesse pour, en fait, siéger au sein de son comité exécutif avec les dossiers de la diversité, de la lutte aux discriminations et au racisme et sur l'inclusion en emploi. Ça va faire 2 semaines. Et donc, depuis 2 semaines, c'est vraiment le mot qui me porte, non seulement personnellement, parce que je suis très mobilisée dans ces dossiers-là, mais également la mobilisation qu'on voit dans le monde sur les enjeux qui touchent la discrimination et le racisme, de voir que ce soit les manifestations, de voir les interventions artistiques, de voir les prises de parole des personnes aussi des communautés racisées. Et donc, je ressens vraiment cette mobilisation qui me mobilise et qui est tellement importante pour pouvoir porter ces enjeux-là. Et bien, sur une note plus personnelle, bien, je suis enceinte de 9 mois et donc je suis vraiment dans mon dernier 1000. Et donc, je sens aussi un petit être dans mon ventre très mobilisé, je la sens très active. Et je me dis aussi que tout ce travail-là que je fais sur les questions de racisme et de discrimination, c'est aussi bien pour, oui, notre génération d'aujourd'hui, mais également pour celles qui s'en viennent.
J'espère qu'un jour, ma fille rira de nous et puis dira « Voyons donc, tu as eu à travailler là-dessus. Voyons donc, ces enjeux ne sont pas encore réglés. » Et puis donc, c'est ça. C'est le mot qui décrirait mon état d'âme aujourd'hui. Formidable, merci. Donc, je comprends bien qu'on a le privilège peut-être d'être un public qui va peut-être vous voir pour la dernière fois en tant que entité unique avec votre fille, parce que bientôt, vous serez séparés de corps. Elle serait peut-être dans mes bras la prochaine fois, mais il reste quand même 20 jours là, avant l'accouchement. Ah, d'accord. Il y a encore beaucoup de possibilités d'ici là. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais aller du côté de Québec. Alors, du côté de Québec, on nous a informé, en fait, ah mon Dieu, on voit apparaître Madame Lebel. Bonjour, vous allez bien? On vous entend pas. Est-ce que vous Oui, on vous m'entendez entend. maintenant? Oui, on vous entend. Alors, bonsoir. Je vais expliquer au public un peu ma surprise. En fait, on nous avait prévenu qu'avec vos nouvelles responsabilités de présidente du Conseil du Trésor, vous auriez peut-être un petit retard, mais là, je vous vois bien assise dans votre fauteuil. Alors, merci beaucoup d'avoir réussi à faire cet exploit de téléportation. Ah, c'est presque ça, oui. Et puis, comment allez-vous, tout simplement? Bien, je vais très bien, merci. Effectivement, je suis un petit peu depuis quelques semaines, je dirais depuis le remaniement, un peu dans une étude accélérée de nouveaux dossiers. Donc, beaucoup de choses beaucoup de nouveaux défis très enthousiasmants, mais j'avoue que un petit peu à court de souffle, là. Bon, écoutez, on va vous laisser le temps de vous poser quelques minutes, quelques instants, mais merci d'être avec nous ce soir. Et puis, j'en profite aussi pour rappeler au public qui assiste via la plateforme Zoom qu'il est possible de poser des questions par écrit via le Q&A. Et puis, mes collègues vont retenir quelques-unes de ces questions qu'on va pouvoir poser à nos invités à la fin de notre échange. Alors, eh bien, on va débuter l'entretien sans plus tarder. J'aimerais donc débuter, puisqu'on est à l'école d'été et qu'on s'adresse en particulier à un public de jeunes engagés ou qui cherchent des voies vers des formes d'engagement citoyenne plus actives, eh bien, on cherche à les inspirer par votre présence aussi. Et j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce qui a motivé votre saut en politique. Est-ce que c'était le résultat de nombreuses années d'engagement ou c'était une vocation découverte tardivement? J'irai avec Cathy Wong pour débuter. Merci beaucoup, Julie. Bien, c'est une question qui, pour moi, c'est comme me demander pourquoi le ciel est bleu. Là, pour moi, la politique, c'était comme une suite logique à plusieurs engagements que j'avais entrepris au courant de ma jeunesse. Et puis, comme beaucoup de participants, en fait, participantes qui sont aujourd'hui avec nous, j'étais quelqu'un qui était très impliqué dans mon quartier, dans ma ville. J'ai eu la chance de présider plusieurs conseils, notamment le Conseil des Montréalaises, où notre rôle, c'était vraiment de faire des recommandations à la Ville de Montréal sur des enjeux féministes dans des compétences municipales. Et donc, j'ai eu la chance vraiment d'aborder plusieurs enjeux féministes avec un point de vue municipal et de voir, en fait, comment ça fonctionnait dans une ville en termes de règlement, en termes de politique, mais aussi en termes de suivi des recommandations pour faire amener certains changements au sein de la ville. Et pendant 7-8 ans, j'ai quand même trouvé cette expérience extrêmement stimulante, mais j'ai aussi également été très impliquée dans des mouvements, que ce soit de lutte au racisme, des mouvements en faveur de l'inclusion. Et pour moi, c'était de me dire, c'était quoi la prochaine étape? Et la politique en était une. Surtout au niveau municipal, moi, je cherchais à trouver un palier où j'allais pouvoir avoir un impact dans le quotidien des gens. Et puis, je trouve que, et puis peut-être Mme Lebel pourra compléter au niveau, à un autre niveau, mais moi, je trouvais qu'au niveau municipal, c'était le palier où je pouvais vraiment faire un travail de terrain. Je viens du milieu communautaire. J'ai travaillé pour les YMCA du Québec pendant 15 ans avec des jeunes adolescents. Et donc, pour moi, c'était une continuité naturelle du travail que je faisais, mais à une plus grande échelle, donc à l'échelle montréalaise, et de pouvoir travailler sur ces valeurs qui me tenaient à cœur, mais vraiment avec une perspective municipale. Alors, c'est ça qui m'a guidée dans mon choix de me lancer en politique. Merci beaucoup. Madame Lebel, à quel moment est-ce que vous avez eu le déclic?
Écoutez, moi, c'est complètement différent. C'est pas, je peux dire qu'on peut qualifier ça de vocation tardive dans le sens où c'est vraiment la justice qui était au cœur de mon implication toute ma vie. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal, j'ai fait mon barreau en 91 et j'ai commencé tout de suite à travailler comme procureur de la Couronne. Alors, pour moi, c'était sûr que, bon, il y a eu, j'avais peut-être l'option de travailler, mais comme avocat de la défense, quoi que ce soit, mais c'était pas, et pour moi, c'est un contrepoids essentiel, c'est pas ça qui est l'idée, mais pour moi, de travailler dans l'intérêt du public, à la défense des citoyens, à la défense des victimes, c'était dans mon ADN depuis le départ. Et je vous dis, comme procureur de la Couronne, une particularité, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de politique du tout. C'est même dans la loi sur le DPCP. Donc, on ne peut pas avoir d'engagement. On ne peut même pas participer à un rassemblement citoyen comme citoyen dans une municipalité. Donc, j'ai suivi la politique naturellement de loin. Je suivais la politique en matière de justice. J'étais intéressée à la politique comme citoyenne, naturellement, qui était pas engagée dans le sens participatif, mais engagée, informée. Et c'est sûr, avec la commission Charbonneau, je suis plongée au cœur de la politique. On a malheureusement, la commission peut-être démontré la facette plus sombre, mais j'ai rencontré dans les discours, dans les discussions que j'ai eu à avoir pour préparer mes dossiers, des politiciens engagés, des politiciens qui voulaient changer les choses. Donc, j'ai eu l'occasion aussi de voir peut-être de l'intérieur un peu plus. Comme je le disais, par mes fonctions, j'avais un devoir d'être détachée de la politique pour garder un niveau d'indépendance. Donc, j'ai eu l'occasion de connaître des gens, des politiciens engagés, et je vous dirais que ça m'a donné un peu la piqûre, mais c'est un concours de circonstances. M. Legault m'a approché, m'a demandé de m'impliquer tout d'abord dans son cabinet comme employée, comme directrice adjointe de cabinet. Et là, j'ai vraiment pu connaître le système de l'intérieur. C'est la justice qui m'a amenée vers la politique. C'est le goût de faire un changement en justice. L'arrêt Jordan en 2016 où on a eu des problèmes avec les délais judiciaires. Donc, tout ça est devenu, à un moment donné, je dirais qu'il y a eu comme la tempête parfaite ou l'alignement des planètes, si on veut. 2 ans avant ou 1 an avant mon engagement, c'était pas du tout dans les cartons pour moi. On se serait parlé en 2016, je vous aurais dit, ben voyons donc, vous êtes complètement tombé sur la tête, mais on dirait que les circonstances ont fait en sorte que l'occasion s'est présentée, et quand l'occasion s'est présentée, je rejoins Mme Wong, ça a fait du sens. C'est devenu très sensé pour moi, très naturel. Donc, bien que ça ne faisait pas partie de ma réflexion toute ma vie, quand l'occasion et que M. Legault m'a approché, c'est devenu comme la couleur du ciel, si je peux, à ce moment-là. Ça fait du sens et le reste fait partie de l'histoire présentement. Là, ça a déroulé très vite pour moi. Et j'ai été, encore une fois, très chanceuse dans le choix que j'ai fait parce que ça m'a amené rapidement à être ministre de la Justice dans ma première année, presque 2 ans d'implication. Et entrer en politique, avoir la chance d'être au gouvernement, parce que je le considère comme un privilège, et avoir ce privilège-là, et en plus avoir le privilège de faire mes classes et de mes implications comme ministre dans le domaine qui va m'accompagner toute ma vie, qui est la justice, pour moi, je veux dire, c'est un cadeau du ciel, honnêtement. Écoutez, merci beaucoup. Puis on vous voit toutes les deux animées d'un désir de faire vivre et de faire vibrer la démocratie en quelque sorte. Et puis, ben, c'est aussi ce qui nous anime beaucoup à l'INM. Le premier thème de notre discussion, justement, porte sur les impacts de la COVID, parce qu'on ne peut pas faire fi du contexte dans lequel on se parle en ce moment, sur la démocratie québécoise. Alors, je vais vous poser une première question qui s'adresse à vous deux, donc vous pouvez y aller librement. On vient de vivre une période sans précédent. Personne ne pouvait s'imaginer ça, même en février, même début mars. Et fermer le Québec, ce qu'on a fait finalement pendant 3 mois, c'est vraiment pas rien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement comment vous avez vécu cette période de confinement? Parce qu'on a été pendant une certaine période vraiment confinés. Là, on commence à se déconfiner, peut-être un peu trop, on ne sait pas trop encore à quelle vitesse, mais comment vous avez vécu ça comme citoyenne d'abord? Et ensuite, peut-être nous apporter cette perspective d'élu. Mais comme personne, là, comment vous avez vécu ça? Je peux peut-être commencer. Je pense que c'est difficile de dire qu'on l'a vécu comme citoyen. Pour ma part, je ne peux pas avoir une expérience citoyenne parce que
tout de suite, dans les premières minutes de cet événement-là, je me souviens du 13 mars, j'ai aussi les relations canadiennes, la francophonie canadienne dans mes responsabilités. J'étais en tournée justement on devait avoir le sommet du rapprochement des francophonies à Québec au mois de juin. C'est reporté à l'an prochain, heureusement, mais j'étais dans cette tournée-là, j'étais à Halifax, donc je l'ai vécu immédiatement comme un peu de loin parce qu'on a eu les premières annonces pour la fermeture pour les écoles de 2 semaines. Mais rapidement, j'ai été impliquée dans le conseil. On a eu un conseil des ministres spécial pour le premier décret sanitaire pour déclarer l'urgence. Donc, ce serait très difficile de prétendre pour moi que j'ai vécu cette pandémie-là comme citoyenne parce que j'ai été tout de suite dans l'action. Peut-être que c'est une chance aussi, à quelque part, parce qu'être dans l'action, même si on ne contrôle pas, et ce serait très présomptueux de ma part de dire qu'on avait beaucoup de connaissances et qu'on contrôlait quoi que ce soit, mais j'étais quand même un peu plus informée que la moyenne des autres. Donc, être dans l'action fait en sorte que peut-être c'était à quelque part, peut-être plus facile, dans une situation extrêmement difficile. Je peux comprendre qu'un citoyen qui subit, qui se fait expliquer de façon parcellaire, parce qu'on a de l'information parcellaire, ce qui se passe, qui se fait expliquer chaque jour, qu'on ferme de plus en plus, qu'on met le Québec sur pause. Ça a dû être extrêmement déstabilisant. C'était déstabilisant comme ministre parce que je ne pensais pas avoir à fermer le système de justice alors qu'on venait d'atteindre la stabilité nécessaire, de rattraper les délais. Et on était enfin dans ce que j'appelle la zone où on n'est plus dans la zone de réparation, on était dans la zone pour faire des améliorations et d'ouvrir, donc qu'on va récupérer. Mais comme ministre, j'ai été dans l'action rapidement, mais comme citoyenne, comme tous les Québécois, on a vécu quelque chose que personne n'a vécu. Il faut prendre le temps de prendre un grand respire puis de réaliser ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore. Là. On est dans le déconfinement. Je comprends l'enthousiasme des gens. On a l'impression que la récréation vient d'être sonnée après des mois et des mois d'emprisonnement nécessaire, je vais le dire comme ça, mais il faut faire attention, puis c'est difficile. Et je ne sais pas qu'est-ce que Mme Wang peut en penser, mais j'ai cette espèce de petit sentiment-là où on a peut-être perdu cette notion d'urgence-là nécessaire. Et là, c'est la citoyenne autant que la ministre ou la membre du gouvernement qui fait comme « j'espère que faut profiter de l'été, là. C'est pas ça, je veux pas être alarmiste, mais je vais vous avouer que mon sentiment est différent dans le déconfinement parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit sentiment d'urgence qui commence à s'effriter alors qu'on devrait avoir cette acuité-là encore. Mais je pense qu'on ne peut pas, en tout cas pour ma part, je ne peux pas dissocier mon expérience comme citoyenne ou comme ministre parce que je l'ai trop vécu d'une façon intrinsèquement liée. Et puis, vous, Mme Wang, de votre côté, est-ce que vous avez le même regard? Bien, je vais rebondir sur ce que Mme Lebel disait avec ce sentiment d'urgence. Je vous dirais, en fait, je l'ai mentionné tout à l'heure, être enceinte pendant la COVID, c'était toute une aventure. Et Oui. je dirais que ce sentiment d'urgence-là, bien, nécessairement, il est encore présent parce que, bien, étant en train de justement porter une vie, bien, on fait davantage attention, on porte le masque davantage. Lorsqu'on sort, on fait attention pour garder la distanciation. Et donc, moi, je suis encore très, très, très préoccupée par cette urgence-là. Je suis encore habitée par cette urgence-là. C'est sûr que je vois le déconfinement se passer et ça m'inquiète. Et donc, je pense que cette réalité-là, elle est vraiment intrinsèquement liée au fait que je suis enceinte présentement. Peut-être qu'autrement, je l'aurais vécu différemment, mais cette réalité-là a fait en sorte aussi que ça m'a fait beaucoup re-questionner la place aussi, je veux dire, des femmes et des hommes dans cette expérience parce que vous l'avez sûrement vu, il y a eu un moment où certains hôpitaux ont interdit la présence des pères lors des accouchements. Dans mon cas, je veux dire, mon conjoint n'a pas été admis lors de mes échographies et donc, encore une fois, je veux dire, cette charge-là revient aux femmes d'être présentes, de poser les questions, d'aller chercher l'information, de s'assurer qu'on a accès à toutes les
informations par rapport à notre santé. Et donc, cette réalité-là, je pense qu'elle va rester en tout cas une expérience unique dans ma première grossesse. Et puis, je sais qu'on est de nombreuses femmes au Québec, en tout cas, à avoir vécu ça. On a développé une grande solidarité entre femmes confinées et enceintes pendant la COVID. Et puis moi, ben, tu sais, sur un point de vue très personnel, cette grossesse m'a permis de découvrir, en tout cas, la solidarité entre femmes, mais également entre familles, m'a permis de découvrir aussi l'importance de nos services publics. Je trouve que lorsqu'on se compare, par exemple, aux États-Unis, là, je nomme un exemple parmi tant d'autres, là, mais c'est là qu'on réalise à quel point le Québec, on est fort en services sociaux, à quel point il faut valoriser les travailleurs, les travailleuses de nos services sociaux. Et cette expérience-là nous l'a démontré. Et pour moi, ça a été une expérience extrêmement importante dans ce sens-là, de reconnaître en tout cas le travail que font les travailleuses et travailleurs dans notre système de santé. D'un point de vue d'élu, j'ai aussi vécu une expérience assez importante parce que, bien, avant de rejoindre le comité exécutif de la mairesse il y a 2 semaines, j'étais à la présidence du conseil municipal. Alors, j'étais, pendant toute la période de la pandémie, responsable de la transition de nos conseils municipaux vers des plateformes numériques, chose que je n'aurais jamais cru possible, pour vous dire la vérité. Moi, je pensais, puis déjà, on travaillait sur les enjeux de, justement, la numérisation de nos conseils municipaux, la possibilité, justement, de faire participer les citoyens en ligne et tout ça pendant la période des questions du public, par exemple. Et moi, dans ma tête, je me disais, ça va prendre 3-4 ans, là, avant d'arriver à même la possibilité de prendre des questions en ligne lors de nos conseils municipaux. Et là, dès que le confinement a été annoncé, ça nous a pris 2 semaines et demie, 3 semaines, et on a vu le transfert du conseil municipal avec 65 élus vers une plateforme numérique pour, je veux dire, pour tenir nos travaux. Et moi, ben, j'ai fait tout un travail, je veux dire, au niveau procédural, au niveau réglementaire, pour pouvoir justement adapter nos règlements de procédure de nos conseils municipaux pour pouvoir les transférer sur une plateforme numérique. Et je vous dirais, c'était tout un défi au début parce que nos règlements ne sont pas du tout adaptés dans ce sens-là, même que la loi sur les cités et villes, qui est la loi qui régit nos municipalités et nos villes, oblige les élus à être présents physiquement sur place, à adopter les lois physiquement sur place. Et donc, il fallait tout réinventer, en fait, notre démocratie municipale. Et ça a été un magnifique défi. J'ai été impressionnée, honnêtement, de voir l'équipe du greffe de la Ville de Montréal, toutes les équipes de TI, là, vraiment se mobiliser pour être capable d'offrir... Exactement. Puis, je vous dirais, pour compléter la réponse, c'est que le défi aujourd'hui, bien, c'est de s'assurer que même si on est transféré sur des plateformes numériques, mais que nos démocraties demeurent vivantes, demeurent transparentes, qu'on continue à avoir des redditions de comptes à faire et que le prétexte d'être devenu en ligne ne nous empêche pas d'être aussi transparent qu'on l'est que lorsqu'on siège en personne au conseil municipal. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que lorsqu'on est en ligne, mais c'est sûr que les choses se font différemment, on se retrouve moins physiquement. Et donc, c'est de s'assurer que tout ce qui touche la transparence et la reddition de comptes demeure, même si nos démocraties sont aujourd'hui numériques, là. Madame Lebel, dans le même esprit, est-ce que vous avez vu des limites de notre système démocratique à l'échelle provinciale ou avez-vous fait de belles découvertes, à contrario, par rapport à la capacité d'adaptation de nos institutions publiques? Ben moi, je suis pareil, je suis entièrement enthousiaste par rapport à la capacité d'adaptation du système de justice à cette époque. On avait déjà entrepris la transformation. Il faut comprendre, le système de justice au Québec est composé de la Cour supérieure, de la Cour d'appel, de la Cour du Québec, des cours municipales, des tribunaux administratifs. Tout ça sont des entités indépendantes qui fonctionnent avec leurs propres règles. Donc, le ministère de la Justice est là pour avoir une cohérence dans les orientations de la justice au Québec, mais je ne suis pas la patronne de la Cour d'appel, je ne suis pas la patronne de la Cour du Québec. Donc, ça a été une mobilisation extraordinaire de tous les intervenants. Tout le monde s'est trouvé autour de la table rapidement avec le barreau, la Chambre des notaires, pour être capable, le ministère de la Justice, pour être capable d'adapter justement cette justice-là. Donc, ce n'est pas une limite à la démocratie, c'est une adaptation, naturellement. C'est vrai que notre démocratie, ne serait-ce que l'Assemblée nationale, où on parle de la période de questions, où on parle des interpellations, où il y a la question du mercredi, où tout se passe
dans une philosophie de présentiel où on confronte, et c'est correct, c'est la reddition de comptes, c'est ce qu'on appelle le contrepoids au pouvoir, et c'est nécessaire de voir, mais tout est basé sur la notion d'être présent physiquement dans un lieu donné. Et il y a historiquement des raisons pour ce faire, mais on a compris rapidement, et ça peut-être que c'était la limite de notre système, mais dans le sens où quand on vit une pandémie, comme on le fait, qui oblige à fermer le Québec au grand complet, on ne peut pas fermer la démocratie. On a pu le faire pendant un petit moment pour être capable de s'adapter, mais on ne peut pas fermer la démocratie, et ce serait impensable et ce serait pas souhaitable. Donc, il a fallu trouver ces alternatives-là. Oui, il faut s'adapter en ligne. On a récupéré un peu de présentiel à l'Assemblée nationale avec un nombre limité. Donc, il y a eu une très belle adaptation des partis de l'opposition aussi qui ont bien négocié avec nous, qui ont bien participé avec nous. Mais il y a aussi l'autre aspect où quand on est limité ou qu'on est encarcané dans une mentalité de présence dans un lieu X, on est peut-être aussi, moi je pense que c'est un cadre qui peut être aussi à la fois rigide. J'ai jamais eu autant de conversations Zoom ou Team ou FaceTime avec mes collègues, mais vis-à-vis de l'opposition, que ce soit en justice, que ce soit par rapport à la protection du citoyen, que ce soit dans tous mes portefeuilles, où j'ai eu des conversations avec mes collègues de l'opposition que je n'aurais peut-être pas eu en temps normal parce qu'on aurait peut-être attendu d'être à l'Assemblée nationale ou d'être dans un contexte qui s'y prête des fois un peu moins à la participation. Et c'est normal, c'est juste une question de contexte. Donc, pour moi, il y a des beaux côtés à cette convivialité-là de l'Internet ou du Zoom, mais il y a aussi, il faut garder cet équilibre-là et cette balance-là. Mais le système de justice, on a fait des avancées extraordinaires. La nécessité est souvent mère de l'innovation et de la créativité. Je vous dirais qu'il y avait plusieurs mentalités en justice qu'il fallait forcer aussi, justement à cause de ce système d'indépendance-là qui est nécessaire, mais qui crée peut-être certains enjeux, disons-le. Donc, moi, ça a été très enrichissant de voir tous ces acteurs-là autour de la table et d'avoir, pour une fois, parce qu'on a une cause unique qui nous unit, être capable de se tourner rapidement. Et on a réussi à faire notre premier procès complètement en ligne à Trois-Rivières dans le courant de la pandémie, là, aux alentours du début mai, alors qu'on ne voyait pas ça venir peut-être avant une autre année et où les juges avaient beaucoup de réticence pour un tas de bonnes raisons qui n'existent plus en situation d'urgence, et ça a permis peut-être de casser la glace plus rapidement. Donc, il y a des pour, il y a des contre. Je pense qu'il faut récupérer, quand on sera revenu à une normalité plus normale, il va falloir récupérer ces outils-là. Il ne faudra pas les abandonner complètement. On a trouvé, je pense que je vais parler du système de justice parce que c'est celui que j'ai travaillé le plus intimement, mais je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre ces deux, que ce soit pour notre démocratie, que ce soit pour le système de justice, entre ces deux façons de travailler là, que ce soit en virtuel ou que ce soit en présentiel. Et il y a une place, je pense, pour les deux. Il faut être ouvert à la cohabitation, justement, et être capable de prendre ces outils-là pour mousser notre démocratie plutôt que de penser que c'est un handicap, là. Merci beaucoup. Puis, je vais suivre un peu sur le fil de ce que vous venez de dire. Pour le bénéfice de nos participants, participantes de l'école d'été, on est quand même privilégié de vivre dans une démocratie. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un classement mondial des régimes politiques produits par le Economist Intelligence Unit. Et dans ce palmarès, on identifie qu'il y a une vingtaine de démocraties complètes dans le monde. On a la chance de vivre dans l'une de ces 20 démocraties complètes dans le monde, ce qui n'est pas le cas de nos voisins du Sud, par exemple, aux États-Unis. On ne considère pas les États-Unis comme une démocratie complète. Alors, on a cette chance-là. Et puis, je pense que vous nous expliquez un peu les rouages, finalement, à travers votre expérience de la COVID, de ces institutions qui sont extrêmement importantes et qu'on a tendance à tenir pour acquises ici, puisqu'on les a eues depuis toujours, puis on ne les sent pas
trop menacés, mais on est vraiment chanceux de les avoir, ces institutions. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre école d'été, on aborde plusieurs profils, on va aborder plusieurs thèmes. Et un de ces thèmes, c'est le virus qui fait trembler les démocraties. C'est notre premier profil qui démarre prochainement dans les prochains jours. On va s'intéresser aux dangers qui guettent la démocratie en temps de crise. On va même essayer d'avoir une perspective un peu plus élargie là, que uniquement la COVID, parce que d'autres crises pourraient arriver. On expérimente une crise actuellement liée à un virus, mais il pourrait y avoir d'autres choses qu'on n'est même pas capable de s'imaginer aujourd'hui qui nous arrivent. Et Madame Lebel, j'aimerais vous entendre en tant que ministre des institutions démocratiques. Pouvez-vous nous dire en quoi le fait de vivre dans une démocratie nous a aidés à traverser la crise sanitaire qu'on vit actuellement? La démocratie, bon, pour moi, c'est quelque chose dans lequel on a vécu toute notre vie. Vous avez tout à fait raison de le rappeler qu'on est chanceux parce que des fois, quand on ne connaît que ça et qu'on est porté à la critiquer, il faut la critiquer, il faut l'améliorer. C'est d'ailleurs le propre de la démocratie d'avoir le pouvoir de s'exprimer, d'avoir ces contrepoids-là qui sont extrêmement importants. Donc, on a des gens qui sont élus, j'en fais partie présentement, mais pour moi, je suis fiduciaire du gouvernement, je ne suis pas le gouvernement, donc je veux l'amener un peu plus loin, faire des bouts de chemin à certains dossiers, mais je suis tout à fait consciente qu'il ne nous appartient pas, ce gouvernement-là, donc parce qu'on est en démocratie, justement, mais c'est extrêmement important. Et cette démocratie-là nous a peut-être aidé, je ne sais pas, parce que c'était difficile pour moi de faire un comparatif dans le sens où je ne vis pas dans autre chose qu'une démocratie, donc pour moi, c'est un incontournable. Mais c'est sûr que cette solidarité-là que les gens ont vécue, cette capacité-là de s'exprimer, mais cette démocratie-là a fait en sorte aussi que, bon, on n'est pas infaillible, on a pris les décisions qu'on avait à prendre au meilleur de notre connaissance, et parce qu'on a cette capacité-là comme citoyen de s'exprimer, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers d'autres sources, que ce soit à travers les députés élus de l'opposition, bien, ça nous a permis, même quand l'Assemblée ne siégeait pas, les ministres rencontraient les chefs d'opposition, avaient une conférence téléphonique avec eux toutes les semaines, si ce n'était pas 2 fois par semaine, et des enjeux étaient portés là. Donc, la démocratie n'était pas peut-être pas active de façon traditionnelle, mais elle était toujours à l'œuvre, même si on ne la voyait pas. Et c'est un peu normal, par contre, qu'en temps de crise, comme on l'a vécu, on a des mécanismes comme la loi sur la santé publique ou la loi sur les mesures d'urgence qui permettent au gouvernement d'avoir un peu plus des coups des franges dans certains secteurs parce qu'il faut être capable de prendre des décisions rapidement et d'avoir de l'agilité. Mais ça ne veut pas dire que ce contrepoids-là n'existe pas et il était encore présent et ça nous a permis, je pense, de faire les ajustements nécessaires, d'avoir la compréhension nécessaire et il ne faut pas penser que, bon, parce qu'on ne voyait que des points de presse du premier ministre et de la ministre de la Santé, du docteur Arruda, que la démocratie n'était pas à l'œuvre et que les oppositions n'étaient pas là, les médias étaient là, les citoyens étaient là dans nos bureaux de comté. On avait des appels, des entreprises, on connaissait sur le territoire les enjeux. Je pense que nos 125, et je dis les 125 députés à dessein, tous partis confondus, n'ont jamais été aussi connectés, aussi intimement, étroitement connectés avec les besoins du territoire parce que c'était en temps réel. Et ces préoccupations-là n'étaient pas vers nous, vers le gouvernement, à travers les 125 députés, à travers le caucus. On avait 2 caucus. On a rapidement apprivoisé le Team et le Zoom aussi à 75. Donc, 2 caucus par semaine avec les députés de la CAQ, mais aussi des rencontres avec les députés des autres partis. Donc, elle était peut-être moins évidente, cette démocratie-là, mais elle était à l'œuvre, elle était présente et ça nous a permis, je pense, de se sentir aussi comme gouvernement plus, comment je dirais ça, donc plus appuyé, plus solide dans un univers complètement chaotique. Je vous le dis, je sais, ça va peut-être traduire mon âge, mais on s'est senti, en tout cas moi, comme Dorothée dans The Wizard of Oz, quand la tournante part et la petite maison part. Donc, pendant les 3 mois de la fermeture du Québec, on ne savait pas où la maison allait atterrir. Maintenant, elle est atterrie, on se prépare pour le reste, on découvre le nouvel univers, mais il faut rester prêt. Mais je pense que le fait d'être en démocratie nous a donné
peut-être une plus grande légitimité parce que nos décisions étaient discutées, étaient modifiées, étaient adaptées également au fur et à mesure. Mais ça prend quand même, je pense qu'il faut le dire, et c'est normal. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une loi qui a été votée de façon démocratique et discutée de façon démocratique. Ça prend une certaine zone d'espace d'agilité pour un gouvernement quand on vit une crise pareille, par contre, là. Et d'où la loi sur la santé publique ou la loi sur les mesures d'urgence qui doit être utilisée dans des cas exceptionnels, mais qui a son avantage et son utilité pour être capable de prendre des décisions de façon plus rapide qu'à l'habitude. Et ce contrepoids-là est nécessaire. Bien, merci beaucoup pour cet éclairage et encore une fois pour nous aider à mieux comprendre les mécanismes de la démocratie. L'école d'été de l'INM, c'est aussi un outil d'éducation à la citoyenneté. Alors, je pense que ça permet de démystifier ces institutions qui paraissent parfois un peu loin des gens, mais on comprend que finalement, les élus, ce sont des humains comme les autres et qui sont plus proches peut-être qu'on le pense. Le temps passe vite. J'aimerais maintenant aborder une autre question puisqu'on va parler du vivre ensemble dans notre dans un de nos profils de l'école d'été. J'aimerais poser cette question à Cathy Wong en lien notamment avec les mobilisations contre le racisme en réaction au meurtre sordide de George Floyd à Minneapolis. Et on a constaté qu'il y avait des défaillances de nos sociétés qui ont été mises en lumière. Alors, en tant que responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination, Madame Wong, comment est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir renforcer positivement le vivre ensemble au Québec dans un avenir proche, considérant aussi que le contexte de la COVID risque de continuer à caractériser notre quotidien pendant un certain temps? Et j'ai combien de temps pour répondre à votre question? J'imagine que je n'ai pas 3 jours là, pour y répondre, mais très rapidement, je pense que c'est une question extrêmement importante, surtout dans le contexte mondial actuel, surtout dans un contexte nord-américain, qu'on aborde ces enjeux-là. Je vous dirais, la question du vivre ensemble est une question qui a été longtemps chevauchée, hein, qui a été longtemps pitché à droite puis à gauche, et puis avec des termes aussi qui n'ont pas toujours été bien vulgarisés, qui n'ont pas toujours été bien saisis. Et donc, là, je trouve que c'est l'occasion vraiment d'aborder cet enjeu-là de façon transversale et surtout, je veux dire, au niveau municipal, de façon très concrète. Moi, je vous dirais, le mandat, je l'ai vraiment entamé avec... j'appellerais ça une chance parce que nous, notre Office de consultation publique de Montréal a déposé un rapport extrêmement important avec 38 recommandations qui touchent la question du racisme systémique et de la discrimination. 38 recommandations qui sont en quelque sorte là, notre chemin de route là, pour être capable d'aborder l'enjeu du racisme et de la discrimination, mais de façon transversale à travers toutes les compétences municipales, qu'on parle d'employabilité, qu'on parle d'urbanisme, de logement, qu'on parle d'accès aux services. Et pour moi, ça a toujours été extrêmement important que la question de la diversité ne soit pas seulement résumée à un enjeu, par exemple, de célébration de la diversité ou de la valorisation de la diversité, mais qu'on soit capable également d'aborder les enjeux de racisme et de discrimination et de nommer les problèmes pour pouvoir y amener des solutions. La première chose, bien, vous l'avez sûrement vu, la mairesse a reconnu l'existence du racisme systémique le 15 juin dernier à travers une déclaration au conseil municipal. Et pour moi, c'est important qu'on ait cette reconnaissance-là pour qu'on parte sur des bases où on reconnaît qu'il y a du travail à faire et qu'on doit s'engager dans des actions concrètes par rapport au vivre ensemble. Ensuite, bien, la nomination dans laquelle j'ai été nommée au sein du comité exécutif est importante parce que c'est là qu'on parle d'imputabilité, de s'assurer qu'il y ait une responsable politique qui va suivre l'implantation des différentes recommandations et de s'assurer justement de l'imputabilité de notre ville par rapport à nos engagements en faveur de l'inclusion et de la diversité. Et en même temps, bien, en même temps que la nomination au comité exécutif, il y avait également le processus de nommer un commissaire sur la lutte aux discriminations et au racisme pour que lui puisse ou elle puisse faire le suivi au sein de la fonction publique montréalaise. Et donc, déjà, avec ces 3 recommandations-là, on y installe une forme d'imputabilité. Puis je pense que c'est là-dessus qu'au niveau du vivre ensemble et de la diversité, c'est là-dessus qu'on a peut-être manqué certains rendez-vous importants
où on a perdu la confiance du public parce que les données n'étaient pas présentes, il manquait de la transparence au niveau des résultats, au niveau des mesures mises de l'avant. Et donc, moi, c'est vraiment un des éléments extrêmement importants là, de parler d'imputabilité par rapport à nos compétences municipales. Et quand je parle d'imputabilité par rapport à des compétences municipales, je vous dirais, ça commence en se regardant dans le miroir. Nous, à la Ville de Montréal, l'OCPM a été extrêmement sévère, notamment sur les questions d'employabilité, de représentation, de la diversité au sein de nos emplois. Et donc, là-dessus, je pense qu'on a un devoir d'exemplarité et on est vraiment en train de travailler fort pour voir comment la Ville peut s'assurer qu'en tant que grand employeur sur le territoire montréalais, qu'on montre cet exemple-là. On sait que le vivre ensemble, ça commence par avoir accès aux mêmes chances. On sait que ça commence également par l'égalité économique, l'égalité aussi dans l'accès à l'emploi. Et donc, cet exemple-là, je veux être capable de l'incarner à travers nos futures actions. Et ensuite, d'autres grandes priorités. Vous savez, demain, on va lancer, en fait pas on, mais le SPVM va lancer une première politique sur l'interpellation. Et là, tous les enjeux de profilage racial vont en fait émerger là, vraiment de cette nouvelle politique. C'est une première au Québec. Je pense que ça va être extrêmement important de suivre l'annonce du SPVM demain pour voir dans quelle direction est-ce qu'on veut aller lorsqu'on parle d'interpellation, lorsqu'on parle d'imputabilité également de nos postes de quartier et du SPVM. Et donc, ça s'en vient demain. On sait que le profilage racial est un enjeu extrêmement important lorsqu'on parle de racisme et de discrimination, notamment avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd. Alors, ça s'en vient demain. Et finalement, je vous dirais, c'est de voir au sein de la ville, lorsqu'on parle de vivre ensemble, comment est-ce qu'on s'assure que lorsqu'on offre des services, lorsqu'on parle de logement, d'accès au logement, lorsqu'on parle également de consultation publique, comment est-ce qu'on s'assure que la participation de l'ensemble des Montréalais et Montréalaises se fasse de façon égalitaire et sans peur. Et puis, c'est là-dessus qu'on va devoir travailler également. Alors, je vous dirais à la fois en se regardant dans le miroir de l'interne, mais aussi en regardant de quelle façon on peut s'assurer d'offrir des services égalitaires et exempts de discrimination. Je me permets également de souligner, merci beaucoup pour cette réponse, de souligner que l'Office de consultation publique de Montréal est quand même quelque chose d'assez unique. Seule la Ville de Montréal a cette entité indépendante qui organise des consultations publiques à la demande du conseil municipal. Mais cette consultation, particulièrement sur le racisme et la discrimination systémique, a été initiée en vertu du droit d'initiative citoyenne prévu et enchâssé dans la charte des Montréalais et des Montréalaises. Alors, je tenais à le souligner aussi parce que c'est la volonté des citoyens d'avoir une discussion ouverte à Montréal sur ce sujet-là qui a permis la tenue de cette consultation publique. Et je voulais simplement le mettre en évidence. Les lumières et les drapeaux s'allument, le temps file. J'aurais aimé vous entendre aussi sur ce sujet, Madame Lebel, mais il y a quand même une autre question que j'aurais aimé aborder avec vous deux, parce que vous êtes des femmes en politique. C'est difficile de le cacher. On est un panel de 3 femmes, c'est formidable. Souvent, on déplore l'absence de femmes sur les panels. Ce soir, c'est plutôt l'inverse. Et on est bien content de constater que vous avez répondu à l'appel. Mais donc, comment est-ce que vous percevez le défi des jeunes femmes en politique? Est-ce que vous pensez que la pandémie va changer quelque chose? Est-ce que vous pensez aussi que les travaux sur la réforme du mode de scrutin va apporter une réponse potentielle à cette insuffisance de femmes qu'on constate trop souvent lorsqu'il y a des scrutins électoraux? Alors, c'est une question ouverte à vous deux. Bien, je vais peut-être y aller prendre la balle au bon, compte tenu qu'on parle un peu de la réforme du mode de scrutin. Je pense que la réforme du mode de scrutin, c'est une des réponses. C'est pas une réponse unique, c'est une réponse aussi à la diversité, à l'intégration, avec quand on parle de mode de scrutin proportionnel de cette façon-là. Pas la seule réponse. Je vous dirais que j'ai participé, moi, au recrutement pour l'élection 2018. Et c'est déjà, à la base, très difficile de trouver des candidates.
C'est très prenant, la politique, et je pense qu'il ne faut pas faire semblant que ce n'est pas prenant. C'est quelque chose qui est beaucoup de temps, qui demande beaucoup de dévouement, beaucoup de passion. Mais je pense que les femmes ont une place extraordinaire à prendre en politique et moi, j'ai la chance d'être entourée d'un comité ministériel paritaire, d'avoir au sein du caucus de la CAQ presque une parité de femmes, pas tout à fait, mais pas loin. Et ça change la dynamique des conversations. C'est pas, on n'est pas meilleur, on est différente, on a des angles différents, on aborde les angles différemment, on voit les dossiers, les sujets, les défis, on y voit autre chose et je pense qu'on est complémentaires, mais ça change. Je vais vous parler de mon comité que j'ai réussi à mettre sur pied avec mes trois autres collègues de l'opposition en matière d'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles dans le domaine de la justice. Et bien que j'ai beaucoup d'estime pour mes collègues masculins et j'ai travaillé avec des hommes toute ma vie. Moi, je viens du milieu de la cour. Je viens comme procureur de la couronne. J'ai travaillé avec la police et les policiers toute ma vie et j'ai réussi à trouver ma place et à y faire, à faire mon travail. Mais je veux dire, je ne suis pas sûre que j'aurais pu mettre sur pied un tel comité avec des collègues masculins parce que c'est probablement très féminin, cette solidarité-là. On l'a vu, la pandémie a touché beaucoup plus les femmes dans leur travail, dans leur quotidien. Le télétravail à la maison pour une femme n'a pas été la même chose que pour un homme avec les enfants qui étaient à la maison. La charge mentale, il ne faut pas la négliger. Moi, j'ai 2 enfants, des adolescents qui sont maintenant plus grands. J'ai un conjoint extraordinaire, mais malgré tout, quand je suis à Québec, je suis encore en train de texter si on a fait l'achat des souliers pour la danse ou si le bulletin est sorti ou si ma fille a rendu son devoir, même si ça se fait ou à la maison. Donc, cette charge mentale-là qui est présente pour la femme. Mais oui, la réforme du mode de scrutin est une des réponses, mais je prends bien garde à lui mettre sur le dos toute la solution parce que ce n'est pas la solution unique. On a eu la chance d'avoir en consultation plusieurs groupes de femmes en politique et de femmes qui prônent la parité dans les milieux de pouvoir, dans les milieux décisionnels. Et oui, il faut par exemple penser peut-être à pousser certains quotas, mais il faut faire des choses, des événements comme ce soir aussi, et en parler, et la démystifier, la politique, et comprendre pourquoi les femmes ne sont pas attirées. Je ne dirais pas qu'elles craignent, parce que ce n'est pas le terme exact, mais ne sont pas attirées ou pensent que ce n'est pas pour elles, ou pensent qu'elles n'ont rien apporté. Je vais parler pour moi, mais toute ma vie, j'ai croisé aussi des femmes qui avaient le syndrome star, où on pense qu'on est peut-être trop sévère des fois envers nous-mêmes. Moi, la première, où je pense que, ben voyons donc, je n'ai pas la qualification pour faire ça, alors que je dois apprendre à me faire un peu plus confiance. Mais oui, la réforme du mode de scrutin est une des avenues, mais c'est aussi des soirées comme celle-ci, comprendre pourquoi les femmes ont des difficultés à s'impliquer, quelles sont leurs craintes, leurs réticences, mais une fois qu'elles s'impliquent, elles sont là à 150 %. C'est ce que j'ai constaté et c'est toute la différence. Notre conseil des ministres n'est pas le même depuis qu'on est moitié-moitié autour de la table. Cathy Wong, de votre côté? Bien, je vais vraiment rebondir sur beaucoup d'éléments que Mme Lebel a mentionnés, là. Et puis, j'aimerais juste renchérir peut-être sur un élément sur lequel Québec travaille également, c'est la question de la conciliation famille-travail pour les élus en politique, autant femmes que hommes, là. C'est sûr que, bon, en tant que femme, on vit des réalités particulières lorsqu'on porte le bébé, lorsqu'on doit allaiter, tout ça. Mais je suis très, très, très heureuse et soulagée de voir toute la réflexion qui se fait au niveau de la conciliation famille-travail. Je sais qu'à Québec, il y a une réforme parlementaire qui s'en vient où vraiment la réflexion est entamée. Nous, à Montréal, c'est sûr que, bon, au niveau municipal, cette réflexion est déjà entamée depuis 3 ans environ. Et je vous dirais, moi, quand j'ai été élue en 2017, je me souviendrai toujours, j'ai été nommée à la présidence et au même moment, je pense que 3 élus accouchaient dans les 5 premiers mois de notre mandat politique et où rapidement,
rapidement, bien, on a dû mettre en place des mesures pour justement accommoder la participation des femmes qui étaient nouvellement mamans. Heureusement, juste avant, le gouvernement du Québec venait d'adopter une loi qui permettait à des élus municipaux de prendre un congé parental. Et donc, pour la première fois, en fait, 3 élus féminines et 2 élus masculins ont pris un congé parental d'environ 18 semaines. C'est ce que la loi nous permettait. Et en même temps, bien, nous, on s'est dit, au-delà de ce congé, bien, il faut aussi qu'on adapte nos institutions. Et dans ce cadre-là, on a également aménagé, par exemple, une salle familiale pour l'allaitement. On a permis l'allaitement également dans la salle du conseil municipal. On a pu aussi aménager, par exemple, une table à langer dans l'ensemble de nos salles de bain. Et également, bien, on a un service de halte-garderie, autant pour les élus que pour les citoyens et citoyennes qui viennent poser des questions à la période de questions. Alors, on a vraiment créé un genre d'écosystème pour pouvoir favoriser la participation des femmes, mais bien sûr des parents de façon plus générale à la politique municipale, tant comme élus, mais aussi comme citoyens, citoyennes. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'était quelque chose de très important pour favoriser justement la participation des élus et des citoyens. Et c'est pas que très important, c'est extrêmement concret aussi, comme oui, exactement, exactement. Puis je vous dirais même, Madame Lebel, vous avez mentionné que justement les femmes n'ont pas vécu le confinement de la même façon. Être sur Zoom avec des enfants, puis la charge mentale du travail, c'est sûr que c'est très différent pour une femme et pour un homme. Et je vous dirais, pour rajouter à ce point-là, qu'il y a aussi eu quelques témoignages positifs par rapport à la participation numérique là, en tant qu'élu, parce que bien sûr, ça a permis à beaucoup de parents de pouvoir participer à davantage de réunions, malgré les défis là, que ça représente avec des enfants qui courent partout. Mais je pense que ça a contribué à humaniser également le travail des élus. Lorsqu'on voit des élus avec leurs enfants, lorsqu'on voit justement l'élu en train de négocier un repas pendant une rencontre. Mais pour moi, ça a été extrêmement porteur d'avoir vécu cette expérience-là. Et je finirai avec ça. Moi, je pense que nous, on a vécu nos premières périodes de questions des citoyens et des citoyennes en ligne. Et je peux vous dire que ça nous a permis d'élargir le bassin de citoyens et citoyennes qui participent à ces périodes de questions-là, des personnes qu'on n'avait jamais rencontrées, des groupes davantage marginalisés. On peut penser à des personnes à mobilité réduite, à des jeunes, à des groupes immigrants qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans des institutions politiques comme l'Hôtel de Ville, mais qui, parce qu'on le faisait en ligne, se sentaient beaucoup plus à l'aise, confortable de nous envoyer leurs questions. Et donc, là, on n'a pas encore fait d'analyse concrète, chiffrée, mais je suis prête à mettre ma main au feu qu'il y a eu une participation beaucoup plus diversifiée et surtout, en fait, des premières participations pour énormément de personnes à nos conseils municipaux. Alors là, je trouve que ça a été extrêmement positif. Là. Écoutez, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Il y a un autre profil qui parle de la démondialisation. Je pense qu'on pourrait passer encore une demi-heure à parler de ce sujet-là, surtout dans le contexte de la COVID. En même temps, je suis consciente que vous avez des engagements et que vous devez vous libérer bientôt. On a quelques questions par Internet qui ont été reçues et j'aimerais peut-être qu'on puisse écouter Carminda, si tu pouvais peut-être nous poser 1 ou 2 questions. On n'ira pas plus loin que ça pour pouvoir libérer nos invités à temps. Alors, je te laisserai la parole pour nous partager 2 questions qu'on va poser à nos 2 invités et elles pourront y réagir librement avant de pouvoir conclure cette conférence d'ouverture. Bien sûr, merci beaucoup, Julie. Alors, nous avons donc eu quelques questions à travers notre outil questions-réponses, entre autres. Alors, pour Madame Lebel, est-il raisonnable de tenir un référendum en même temps que les élections? Et est-ce qu'il y aurait peut-être un risque de confusion et ainsi de compromettre les résultats? Et peut-être que je poserai tout de suite la question ou je laisse répondre? Oui, on va la poser tout de suite. Excusez-moi. Alors, je pose donc la question qui avait été adressée autant à Mme Cathy Wong qu'à Mme Sonia Lebel. Donc, faut-il se questionner sur l'accessibilité au numérique? Est-ce que ça doit devenir un service essentiel dans lequel on investirait pour réduire les coûts et améliorer donc l'accessibilité à ces outils-là? Oui.
Ma première question, c'était quoi donc? Oui, tout à fait. Aucun Désolée, problème. Non, j'étais non, non, il y rendue a pas... sur le numérique. Oui, pas de problème. Alors, est-il raisonnable de tenir un référendum Oh, en le même temps référendum, que oui. les élections? Oui, merci, désolée. La question s'est posée, la question se pose. Elle a été discutée d'ailleurs en consultation. On va commencer l'article par article à l'automne, je l'espère. Naturellement, on verra bien la programmation là, et tout dépend de ce qui va arriver avec le COVID et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à la programmation. Mais oui, la question se pose. Nous, on est convaincus qu'on peut le faire et il y a des experts qui sont venus nous dire que c'était faisable également. Ça va demander par contre de l'espace pour le directeur général des élections pour préparer tout ça. Ça va demander aussi beaucoup d'éducation. On a créé, dans le projet de loi, de l'espace pour être capable de parler de la réforme du mode de scrutin et aussi de l'espace pour les élections. C'est un enjeu, c'est un défi, mais en même temps, ça peut assurer une meilleure participation. Il ne faut pas se leurrer. Il faut d'amener des gens dans un référendum et ensuite dans une élection, de faire déplacer les citoyens, malgré qu'avec le numérique qu'on pourrait peut-être tester, mais on n'en est pas pour l'instant à transformer le DGEQ, mais ça pourrait être dans un avenir prochain. Donc, ça fait partie des enjeux. Des questionnements, effectivement. C'est extrêmement coûteux également, un référendum, donc de le faire en même temps d'une élection, il y a des économies et on s'assure une certaine participation, mais il va y avoir tout à fait, il faut qu'il y ait une prise de conscience du fait qu'il faut créer un espace pour le référendum pour que cette discussion-là soit faite, que ces messages-là soient portés, autant en faveur ou non, parce que c'est ça la démocratie, et c'est ce qui est prévu à l'intérieur du projet de loi. Mais cet enjeu-là a été soulevé pendant les consultations et on va sûrement avoir l'occasion d'en redescendre l'article par article pour s'assurer justement qu'on en arrive à une solution optimale pour tout le monde. Mais pour moi, de tenir un référendum quand on parle de notre démocratie, de consulter les citoyens sur, même si je pense qu'on a la légitimité de le faire, je pense que pour moi, c'est essentiel de consulter sur quelque chose qui est primordial dans notre démocratie, qui pourrait changer la façon dont notre démocratie se vit dans le futur. Là. Peut-être, Madame Wang, sur la question numérique, est-ce que ça devrait Oui. être un service essentiel? Bien, j'ai pas de réponse oui ou non là, pour vous aujourd'hui, mais c'est une question que je trouve est comme un couteau à double tranchant. Là. D'un bord, on sait que dès qu'on utilise les plateformes numériques, on rejoint davantage des groupes qui sont éloignés de nos démocraties, qui ne se déplacent pas physiquement dans nos institutions, dans nos bâtiments politiques. Et en même temps, on sait qu'on en oublie d'autres qui vivent des fractures numériques, là, qui vivent vraiment des réalités où l'Internet et le numérique n'est pas accessible. Donc, il faut vraiment être capable de saisir les groupes, qu'on est capable de les rejoindre et ceux qu'on oublie en choisissant ce virage numérique-là. Et moi, j'ai toujours été de l'école où si on veut ouvrir au public sur des plateformes en ligne, il faut qu'on s'assure en même temps que ces mêmes personnes-là puissent participer en personne, puissent participer avec du papier, puissent nous envoyer par la poste leurs documents. Et donc, l'un n'exclut pas l'autre. Et c'est là-dedans que je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment attention lorsqu'on parle de participation numérique, qu'elle ne devienne pas l'unique voie, qu'elle ne devienne pas la seule façon de participer à notre démocratie, mais qu'elle soit une option parmi tant d'autres, surtout au niveau municipal où là, on est vraiment dans l'offre de services. Et il faut qu'on s'assure que, par exemple, des personnes aînées qui n'ont pas non plus nécessairement la compréhension de l'utilisation de ces outils-là puissent pouvoir participer autrement que par le numérique. Mais je suis de celles qui croient que oui, on doit s'assurer que cette accessibilité-là soit le plus large possible. À la Ville de Montréal, bien, dans la plupart de nos bâtiments municipaux, c'est quelque chose qui est offert gratuitement. Et aussi, on regarde dans les bibliothèques municipales, une bibliothèque municipale là, oui, exactement, aussi. Et donc, pour moi, oui, ça doit continuer dans cette voie-là. Mais ce n'est pas parce qu'on continue dans cette voie-là qu'on doit oublier ceux qui, eux, souhaitent participer de façon plus traditionnelle, mais de façon plus physique et avec, par exemple, du papier. Là. Il y a aussi cette question de la littératie ou de l'analphabétisme. Il y a une large portion de la population qui a des difficultés à s'exprimer par écrit ou à comprendre des textes complexes. Alors, effectivement, il faut qu'on tienne compte de ça. Écoutez, mesdames, j'ai une confidence à vous faire.
Dans les derniers mois, j'ai assisté de façon frénétique à des dizaines de Zooms. J'ai agi même comme conférencière assise dans votre chaise, mais c'est la première fois que j'en anime une conférence. Et ça a été vraiment un plaisir de le faire avec vous. D'abord parce que vous êtes deux personnes qui occupaient des fonctions vraiment importantes. C'était extrêmement intéressant. Vous avez été très généreuse, vous avez été inspirante, je crois, pour la jeunesse, mais aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Je vous remercie sincèrement de votre présence et de votre générosité. Et puis, je vous libère. Je sais que vous avez beaucoup d'engagement à respecter. Alors, mesdames, merci beaucoup. Mais je demande au public de rester parce qu'on a d'autres informations à vous communiquer. Au revoir. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation surtout. Ça a été un plaisir. Puis on aurait pu discuter encore pendant longtemps, mais merci beaucoup. C'est des sujets passionnants. Donc, oui, merci. On remet ça quand on pourra se voir en personne. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, merci à vous aussi d'avoir assisté à cet échange. Et puis, Carminda, je te cède la parole pour conclure. Merci Julie. À toi également. Ça paraît absolument pas que c'est la première fois que tu fais ça. Merci beaucoup. Et merci évidemment à nos invités qui ont accepté si généreusement d'être des nôtres aujourd'hui. Merci à toutes et à tous également de nous avoir suivis sur Zoom ou sur Facebook Live. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette discussion qui marque donc le coup d'envoi de l'école d'été numérique. Et comme je l'ai déjà mentionné un petit peu plus tôt, l'école d'été commencera donc dans 2 semaines avec le profil plaidoyer « Les dangers qui guettent notre démocratie ». Ce profil propose de s'attarder à l'effet des mesures d'urgence sur les institutions démocratiques au Québec et sur les leçons à en tirer pour l'avenir. Quelle est donc la place pour la critique en temps de crise? Les outils de traçabilité menacent-ils les libertés? Comment concilier participation citoyenne et distanciation physique? Donc, pendant 4 semaines, les participants et participantes échangeraient avec des spécialistes qui vous accompagneront lors de conférences, de tables rondes, d'ateliers participatifs également. Vous pouvez vous inscrire à plusieurs de ces activités de l'école d'été d'ores et déjà, donc en allant visiter notre site web www.qc.ca. N'oubliez pas non plus de regarder évidemment les autres profils qui viendront un petit peu plus tard dans l'été qui se prolonge un peu plus longtemps cette année. Et donc qui aborderont les questions du vivre ensemble, de la parité dans les instances représentatives et de la démondialisation. Il y aura également une soirée créative, une soirée de créativité citoyenne qui vous réserve bien des surprises en septembre. Donc, restez à l'affût. On publiera sous peu les informations pour cette soirée immersive, mais bien qu'en ligne. Donc, plein de surprises qui arrivent sur notre site web sous peu. Et bien entendu, à la fin du parcours, on aura la tribune jeunesse où les participants et participantes de l'école d'été partageront le fruit de leur travail. Alors, merci enfin à nos partenaires de mobilisation et à nos partenaires financiers, le Secrétariat à la jeunesse du Québec, Patrimoine canadien et Élections Québec. Et encore merci à nos invités, Madame Lebel et Wong, d'avoir été des nôtres. Et merci encore une fois à vous toutes et tous. Je tiens également à souligner le travail magnifique des personnes qui sont dans l'ombre, l'équipe de l'école d'été qui font un travail extraordinaire pour arriver à une école d'été qui va être des plus inspirantes, j'en suis convaincue. Alors, excellente école d'été à vous, bonne continuation, bonne soirée et à très vite. Au revoir.